This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de C'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui on va parler de dating et de rencontres amoureuses avec Adrien qui a 23 ans, qui est étudiant journaliste, qui est homosexuel, donc qui aime les hommes, et j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que c'est être homosexuel et célibataire à la recherche de l'amour peut-être. Bonjour Adrien. Salut. Alors toi t'es célibataire depuis combien de temps ? Alors moi j'ai toujours été célibataire. Donc j'ai 23 ans et la seule relation de couple que j'ai eue c'est avec une femme et c'était en terminale et ça a duré je pense 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Mais où on n'a pas dépassé le stade des bisous de toute façon et puis c'était dans une période où je commençais à vraiment savoir que j'étais homosexuel et que ça durait pour toute la vie. Ok, donc, mais alors du coup, quand t'as commencé à sortir avec cette fille, donc attends, t'avais quel âge ? T'avais 16 ans, 17 ans ? Ouais, 16 ans, je terminais le lycée. Ok, mais du coup, toi, tu te posais déjà des questions sur ton identité sexuelle Ouais. Et du coup, t'arrivais quand même à sortir avec une femme ? T'as essayé genre de te convaincre que peut-être... Alors, on imagine beaucoup ce truc de... Ouais. On essaye de se convaincre que... J'avoue. Non, mais en fait, le truc de la sexualité, c'est que... Et en plus, on le voit de plus en plus, c'est que c'est quand même un spectre. Ouais. Donc, j'ai de plus en plus de potes maintenant à 22, 23 ans qui admettent que finalement, ça les dérangerait pas. Dans le cas des meufs, il y en a beaucoup plus qui disent que ça les dérangerait pas d'avoir une expérience avec des meufs. Mais même des mecs, quand on est très proche, qu'il y a des mecs qui disent en vrai, moi... Parfois, ça m'est arrivé de fantasmer, alors qu'ils sont totalement hétéros et se revendiquent comme tels. Putain, ça, cette notion de « ils sont totalement hétéros, ils se revendiquent comme tels », moi, j'ai vraiment énormément de mal avec. Moi, déjà, Ouais. la vision que j'ai de l'attirance sexuelle, de l'attirance romantique, etc., je pense pas que ce soit totalement binaire. Ouais. Je pense qu'en effet, il y a une évidence, on est plus attiré par les hommes ou par les femmes, it's a fact. Mais quand j'entends des hommes hétéros qui me disent genre « j'ai déjà couché 2-3 fois avec des hommes, mais je suis hétéro. » Non, mon pote, t'es pas hétéro. T'aimes la bite, c'est très bien. T'as raison, enjoy. Il y a des belles bites, mais ne dis pas que t'es hétéro. C'est pas une honte d'être bi ou d'être pan. Enfin, ouais. Mais en fait, faut voir ça comme des catégories qui sont très très fortes dans la société et qui ont beaucoup de poids. Et donc, sortir de cette catégorie-là, de la catégorie hétéro, ça fait très peur. Donc, Ouais. et moi, je pense que c'était plus l'inverse. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, je savais que je me tournais vers la catégorie gay, Ouais. mais y entrer pleinement, ça faisait très peur. Donc, j'avais quand même envie d'essayer. J'ai réalisé avec les années que c'était un petit peu trompeur vis-à-vis de la fille. Donc, c'est pas un truc que je referais aujourd'hui parce que non pas que j'en ai honte, c'est je lui ai pas fait de mal, on était dans une histoire et on s'est quitté avant que Que ça dérape. Ouais. Mais enfin c'est important à ce moment-là, je pense de se poser les bonnes questions, de savoir est-ce que ce qui nous dérange le plus c'est le label qu'on se met dessus ou le fait que on est avec des gens qu'on n'aime pas. Ouais. Mais alors, du coup, ta relation sentimentale, la seule et l'unique que t'as eue, a été avec une femme. Ben en fait, le problème c'est que quand tu dis relation sentimentale, enfin le problème, c'est pas un problème, mais je suppose Vas-y. que quand tu dis relation sentimentale, tu veux dire un couple Ouais. officiel. Oui, voilà, un couple officiel où on a des petites habitudes, où on se tient par la main et où on se caresse dans les cheveux en se disant « t'es si belle, t'es si beau et je tiens à toi ». Voilà, mais alors bah du coup oui et non dans le sens où il y a eu effectivement qu'une seule fois où c'était officiel aux yeux de tout le monde, Ouais. mais en fait j'ai eu plein de relations avec des hommes qui étaient équivalentes, sauf qu'on n'a jamais franchi ce pas de dire clairement on est un couple maintenant. À quoi c'est dû ça ? Je pense qu'il y a une peur, je pense qu'il y a plein de choses qui font que quand t'es enfin déjà je peux pas parler pour le monde hétéro, mais je pense que dans le monde gay il y a pas mal de trucs de comme on a l'habitude de coucher avec plein de gens tout le temps, de façon très... c'est compliqué d'un seul coup de se dire, mais là, en fait, ça fait quand même 3 mois qu'on couche beaucoup que tous les deux, et qu'on mate des films ensemble, et qu'on dort ensemble, et que... Donc, est-ce qu'en fait, on serait pas ensemble ? Non, je veux pas qu'on... Mais tu veux que je te dise ce que tu dis là du monde gay qui couche avec plein de monde, etc., plein de partenaires. Ça, c'était extrêmement réservé au milieu gay. Ouais. Et maintenant, dans l'hétérosexualité, maintenant que Tinder est arrivé, etc., depuis déjà quand même plusieurs années, mais finalement, dans l'hétérosexualité, c'est exactement ce qui se passe. C'est que, aussi bien les meufs que les mecs, tout le monde a accepté sa sexualité, a accepté le potentiel d'avoir une multitude de partenaires différents. Ouais. Et finalement, ce côté de... on reste 3 mois, 4 mois ensemble à se caresser les cheveux, à coucher ensemble, à parler de films, à aller manger au restaurant, etc. Et puis après ça, finalement, non, mais pourquoi on serait en couple ?
À aucun moment je t'ai dit qu'on était en couple. Mon pote, j'ai des caleçons chez toi, chez moi. Enfin, j'ai des caleçons à toi chez moi, donc. Mais ça, est-ce que c'est pas aussi les relations libres dans le milieu hétéro qu'on fait énormément de mal à la notion de couple? Alors, bon, moi, j'ai un regard hyper biaisé là-dessus et je suis désolée pour les copines qui entendent ça. Si vous êtes bien dans vos relations ouvertes, polyamoureuses, etc., let's go les copines et on assume et on kiffe. Ouais. Moi, je trouve que c'est un nouveau piège. C'est un nouveau piège pour les meufs hétéros. Je pense que, malheureusement, la réalité, c'est que les hommes, aussi bien hétérosexuels que gays, en tout cas l'entité masculine, n'est pas un être qui se remet beaucoup en question et qui réfléchit tant que ça à sa place dans la société et aux émotions qu'il reçoit et qu'il perçoit. Et il n'est pas complètement d'équerre avec ses émotions et avec ce qu'il est. Et donc, à quel point un homme est réellement capable d'être assez déconstruit et compréhensif et intelligent émotionnellement pour être dans une relation avec plusieurs partenaires de manière saine. Moi, ce que je vois sur les applications, c'est un peu un running gag dans mes stories sur Instagram, c'est que quasiment tous les mecs me disent « Je suis en couple ouvert, mais je suis prêt à me mettre dans une autre relation. » Déjà, est-ce que ta meuf est au courant ? Déjà, vraiment. Et puis, est-ce que tu t'occupes déjà bien de la première meuf que t'as ? Et pose-toi les questions de pourquoi tu as envie d'avoir une deuxième partenaire, voire une troisième partenaire. Ouais. Et ce que je vois beaucoup, tu sais, moi j'ai beaucoup fréquenté les applications de cul pour les hétéros, donc Pure, Field, qui sont des applications vraiment dédiées au plan cul. Tu sais, moi il y a des moments, j'en peux juste des dates qui servent à rien, où je sais que je vais pas trouver l'amour et au final, in fine, tu baises et tu te rappelles plus jamais. Donc des fois, je suis là genre, bah vas-y, j'ai juste besoin de baiser, je vais sur des apps de cul. Et ça coûte moins cher. Parce que les dates, ça coûte cher. Et ça coûte moins cher, vraiment. Et tu vois, et ben, sur ces apps-là, je vois énormément de mecs que je vois à chaque fois que je me connecte. Et dans leur profil, il y a marqué couple ouvert, union libre. Oh mon Dieu, la tristesse. T'es en couple ouvert, union libre et t'es tous les soirs sur une application de cul pour trouver une nouvelle partenaire. Bah, qu'est-ce que ça apporte à ton couple ou à toi ? Moi, c'est un truc que maintenant je mets en veto, c'est de pas coucher avec des couples. Parce que. Ouais. C'est très compliqué. Alors bon, une erreur, enfin, on fait toujours des écarts dans ces vétos, mais non, mais c'est vrai que le truc du couple, c'est qu'au final, bon, déjà, quand t'es dans la posture de alors, donc il y a deux catégories. T'as ceux qui, officiellement, sont en couple ouvert, union libre, mais tu vois jamais l'autre personne. Donc, est-ce que l'autre personne est vraiment au courant ou est-ce que t'es... Toujours la même question. Voilà, briseur ou briseuse de foyer, ce qu'on n'a pas forcément envie d'être. Et il y a l'autre truc que je trouve encore plus gênant, et ça, je le dis vraiment, j'en profite du podcast pour dire, arrêtez de faire ça, c'est les couples qui se disent, on va inviter une troisième personne pour aller redynamiser notre vie sexuelle dans notre couple. Les gars, on n'est pas des morceaux de... Mais meuf ou mec, hein, on n'est pas des morceaux de viande. Tellement. À moins que genre ce soit sur une relation amicale à trois qui est établie depuis longtemps, qui a un truc un peu... Mais le truc de... Et Netflix a beaucoup fait du mal à ce truc-là parce qu'ils ont... Il y a eu des séries là-dessus où ils fantasment un peu ce truc de la relation à trois. Et du coup, le couple, c'est vraiment un truc où maintenant, ils se disent on va rajouter une troisième personne qui nous plaît à tous les deux. Et au final, ce qui se passe généralement, c'est que comme dans 90% des cas, le sexe, c'est une connexion entre deux personnes, bah t'as toujours une troisième personne qui se sent isolée et c'est rarement le morceau de viande qui vient d'être amené. Donc les deux autres, ça crée... Le morceau de viande qui vient d'être amené. C'est ça. Et ça va attiser les jalousies au sein du couple. La personne qui se fait ramener dans le truc, elle se sent pas forcément à l'aise ni bien. Donc en fait, ça fait plus chier les trois qu'autre chose. C'est vrai que moi, j'ai fait une fois un plan à 4 avec une copine et un couple. C'était la première fois de ma vie que je faisais un plan à plusieurs. Et moi, le mec m'intéressait beaucoup plus que sa meuf. Parce que sa meuf, physiquement, était très, très, très fine. Et bon, moi, voilà, c'était pas forcément mon truc. Et puis, j'avais jamais couché avec une femme ni rien. Donc forcément, j'étais naturellement plus attirée par son mec. Et je pense que ça s'est senti dans la relation. Et tu vois, même à la fin, quand ma copine et sa copine ont un peu fini leur truc, elles sont parties dehors fumer une clope et tout, et je la voyais qui regardait par la fenêtre en mode genre, ben non, vous faites pas de câlins là. Et j'ai appris plus tard que elle avait dit au gars genre, bah j'ai pas apprécié que tu fasses des câlins à Leslie quand j'étais pas là. Et était là genre, ok, en vrai, on est vraiment juste une option en plus qu'on rajoute. Et ouais, voilà, quasiment. En fait, nos émotions, le fait que nous on ait besoin de self-care après une relation sexuelle, etc., finalement ne compte même pas. Vu que c'est les besoins du partenaire qui comptent majoritairement. Revenons à tes histoires d'amour. Même si j'adore parler de sexe. Ah bah oui, bien sûr. On pourrait en parler des heures. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es célibataire et que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir une relation comme tu pourrais le souhaiter ? D'ailleurs, c'est quoi une relation que tu souhaites ? Alors, ça a beaucoup évolué, mais je pense que la personne que j'étais à mon arrivée dans l'âge adulte et dans la fac, et je dis ça comme si c'était il y a 40 ans, c'était il y a 5-6 ans, mais j'étais vachement... j'avais mystifié un peu ce truc du couple où justement on a c'est bête à dire, mais une relation saine où on se voit,
j'ai beaucoup l'image du film sur le canapé, alors que bon, voilà, mais il y a un peu ce truc-là. On mate des films ensemble, on sort ensemble, on fait des soirées avec nos potes ensemble, et même dans un monde très très lointain, on se présente on se présente nos parents, quoi. Tu te rends compte, le truc du film, même ça, la société nous l'a niqué. Maintenant, regarder un film à deux, c'est Netflix and chill. Ouais. Même ça, on nous l'a niqué. C'est terrible, hein. Même Mais ça, c'est le capitalisme, sans vouloir... Ah. On va pas rentrer dans un truc trop... mais ouais, je suis d'accord. Bah non, mais tout ça, c'est devenu très très compliqué. Et du coup, c'est ce mythe-là auquel je m'accrochais. Ouais. Et après, bah forcément, quand tu t'accroches à... Dès qu'en fait, tu tombes sur une personne qui correspond un peu à l'image que tu projettes du couple, bah tu vas essayer de forcer, en fait, pour que ce truc arrive. Je pense que les réseaux sociaux ne font pas du bien parce que ça nous transforme en des espèces de psychopathes du stalking. Ah. Tellement. Il faut assumer, on a tous, je pense, déjà stalké des gens, voilà. Et c'est pas que c'est mal, c'est juste qu'il faut qu'on arrête d'imaginer que c'est comme un date, c'est pas la même chose. C'est vrai. Je pense que la première chose que j'ai dû apprendre, c'est un petit peu à arrêter d'avoir cette forme de dépendance affective c'est vraiment le cœur du problème, hein, c'est la dépendance affective qu'on projette dans des relations avant d'apprécier une personne. Putain, c'est vrai ce que tu dis. Moi-même, je pense que je le fais. Hein. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on a oublié que les relations rencontres qu'on a sur les applications de rencontres, c'est juste une mise en contact. Et c'est pas un début de relation. Ce qui se passe sur l'application, les échanges aussi formidables qu'ils peuvent être, toute la projection qu'on y met n'est pas un début de relation. C'est juste une mise en contact. C'est comme si, par exemple, tu fais un entretien d'embauche et tu te dis « l'entretien était super, c'est bon, c'est mon nouveau job ». Non, c'était juste un entretien d'embauche, en fait. Ouais. Et je pense qu'en effet, comment on appréhende les applications de rencontres, c'est pas la bonne chose. Moi-même, hein, vraiment, je sais que, par exemple, quand je rencontre un mec qui match sur le plan physique, intellectuel, très rapidement, je vais me faire des petits films en mode genre « oh là là, it's cute, ça y est, something happen ». Mais non. Nothing happen. Nothing happen. Soyons très clairs, nothing happen. Et en plus, des fois, tu rencontres la personne, tu es là genre, ah ouais, j'ai vraiment fantasmé un truc qui n'existait pas, quoi. Aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as envie ? T'as envie d'être en couple ou pas ? Aujourd'hui, je pense que je recherche plus ça. C'est pas quelque chose contre lequel je m'opposerais. Mais c'est plus une histoire de personne. Et non, aujourd'hui, j'ai envie de faire des rencontres. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est différent de vouloir être en couple, de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un et de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Moi, là, ce que je constate, en plus, pour le dire, au moment où on enregistre le podcast, on est à Paris, c'est le mois d'août, il fait moche. C'est la merde. Tous mes potes sont partis, on se fait chier, quoi. Ah ouais. Et je me dis, franchement, là, ce que j'ai envie, c'est que une nouvelle année de taf, de boulot pour tout le monde, universitaire dans mon cas, reprenne. Et rencontrer des nouvelles personnes que je kiffe ou que je kiffe pas, mais parce que j'ai un peu envie là de faire un grand ménage et d'amener du nouveau dans ma vie, quoi. Enfin, si je tombe sur une personne intéressante, évidemment que je vais très vite retomber dans ce truc de on flirte, on voit où ça nous mène et tout. Mais je pense que je referai pas la même erreur que je faisais avant. En tout cas, j'essaierai de pas la faire, de tout de suite me projeter dans c'est peut-être le début d'une histoire. Ouais. Ça, on en a parlé très rapidement, toi et moi, sur Instagram avant de se rencontrer. Est-ce que tu te sens parfois en décalage vis-à-vis des autres qui, eux, ont des relations d'amour au même âge que toi, qui ont eu déjà des relations, pour certains qui sont même installés en couple, les vacances, les parents, nanana. Est-ce que toi, tu sens un décalage par rapport à ça ? Grave, forcément. D'abord parce qu'on a l'impression de manquer quelque chose, alors moins maintenant parce que... C'est bizarre de le dire comme ça, mais j'ai peut-être manqué quelques trucs dans les relations de couple, mais je l'ai compensé sur les relations sexuelles. Donc ça va, j'ai découvert d'autres trucs et c'est pas très grave. Par contre, il y a quand même un truc. Avoir une relation de couple, c'est pas seulement être avec quelqu'un avec qui on va regarder un film. Ouais. C'est on construit quelque chose de différent et puis dans lequel on peut se projeter. Notre société, elle a été bâtie sur l'idée qu'à un moment, on commence à faire des projets à deux. Ouais. Et faire ces mêmes projets-là seul, c'est pas facile. C'est très dur. Donc, on sait qu'on passe à côté d'un truc. Après, pour l'instant, encore une fois, 23 ans, je relativise, je me dis, il y a le temps de vivre une relation de couple et d'attendre, et c'est pas quelque chose de grave. Quand tu vois tes potes en couple, qu'est-ce que tu pourrais envier de leur relation ? Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de potes en couple hétéro, et ça, faut quand même le rappeler. Pour un mec gay, avoir des potes en couple hétéro qui peuvent se tenir la main dans la rue, s'embrasser, c'est pas un truc qui est acquis pour nous. Aujourd'hui, les choses ont énormément évolué et déjà, c'est pas illégal. Et donc, waouh, merci, la chance. Mais il y a quand même ce truc de réussir à passer ce cap de s'afficher dans la rue avec quelqu'un. Ouais. Déjà, je sais qu'il y a plein de potes femmes hétéros qui, c'est pas forcément facile pour elles.
parce qu'elles Ouais. aiment pas le truc de... Mais pour nous, c'est encore plus un truc qui demande, je dirais, une forme de courage, parce que Complètement. on se dit que il peut arriver un truc, n'importe quoi, et on doit être capable de faire face à ça. Donc, enfin, je sais pas, je dis beaucoup de trucs flous, Non, mais... non, t'inquiète, c'est très clair. Et ensuite, quand je vois des potes, effectivement, qui sont en couple, et puis qui ont ce truc... Ma sœur est en couple avec un mec depuis 2 ans. Ce mec-là, par exemple, va venir squatter quelque temps chez nous. Ouais. Très sympa, hein, le mec. Mais du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui connaît mes grands-parents, qui connaît mes parents, avec qui on fait des dîners et tout. Et c'est vrai que j'aimerais aussi pouvoir apporter quelque chose de ma vie auprès de ma famille, qui soit autre que ma meilleure amie qui se coltine depuis 2 ans, là, que je ramène à chaque fois. Et c'est, mais alors vous êtes sûr qu'il y a... Non, rien. Non, vraiment. Tes parents savent que t'es homo? Tout à fait. Ouais. Ouais. Ils l'ont appris d'ailleurs. J'étais bourré. Enfin, j'ai fait Oh, séparément non. pour chacun, mais j'étais bourré pour chacun des deux. Oh Bon, écoute, on trouve le courage comme on peut. Exactement. Ah, Je recommande. Enfin, non, je recommande pas. De toute Essayez d'être façon, sobre. parlons-en de cette notion de coming out, à quel point elle est problématique, genre Oui. à quel moment on doit arriver dans la vie des gens et dire « Coucou, je suis homosexuel Voilà. C'est ultra problématique. Et d'autant, je pense que tous les parents... Moi, je sais que j'ai un ami qui est gay, je le connais depuis... Enfin, je le connaissais à l'époque depuis peut-être quand on avait 14 ans, 15 ans. Mhm. J'ai toujours su qu'il était gay. Quand il m'a annoncé qu'il était gay, j'étais là genre... Câlin, Welcome. merci de me le dire, merci de t'ouvrir à moi. Je t'enlève pas à ce moment-là, mais franchement, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, c'était un non-dit, t'avais pas besoin de t'infliger ça, t'avais pas... Je pense que pour lui, ça devait être aussi une libération et un acte de dire, ben voilà, c'est marqué, j'assume qui je suis et j'assume mon identité. Je pense qu'il y avait un truc très fort pour lui aussi et tout. Mais en fait, je pense que les familles, la majorité du temps, ou alors ils décident de ne pas le voir, mais savent très bien que leurs enfants sont gays. Ouais. Et décident sciemment d'imposer ce moment-là qui peut être quand même ultra violent et ultra... Après, moi, je suis pas gay, donc tu vois, je parle au nom de d'un truc que je ne connais pas, mais de ce que je vois, j'ai l'impression quand même que... De laisser cette responsabilité, elle a à l'enfant. Ouais. Plutôt que d'aborder le sujet vers l'enfant, de Vraiment. leur laisser cette responsabilité. En mode, s'ils veulent nous le dire, ce sera, même si c'est pas des Ouais. gens qui sont fermés à ça, mais parce que mes parents n'étaient pas spécialement Ouais. fermés à ça, mais de se dire, si lui il veut nous le dire, ce sera à lui de le faire. Pas à nous. Exactement, ouais. Petite anecdote, puisqu'il y a 2-3 jours, je prenais un verre donc avec deux amis qui savaient que, enfin un ami qui savait que j'étais gay, Ouais. son pote qui s'en doutait et tout, et la copine du pote que je venais de rencontrer ce soir-là. Ouais. Et là, enfin, je vous donne une réaction à ne pas avoir dans ce genre de cas. J'ai trop peur. Elle apprend que je suis gay, elle se retourne, elle me fait ah mais tu es gay vraiment? Mais c'est marrant parce que mon radar ne s'est pas du tout activé devant toi. Et pourtant, j'ai 80% de mes amis qui sont gays, hein, donc Oh non, normalement mon radar se détecte. Non. Mais c'est peut-être parce que tu n'es pas, comment dire. Oh non. Et là, je lui ai répondu. Elle a ah fait oui. le truc de la main, là. Je lui ai dit bah écoute, c'est normal parce qu'en fait j'avais pas sorti ma voix de PD, mais parfois je la sors. C'est chaud, ça. Ouais, chaud. évitez de parler de votre radar, que vous soyez un mec ou une meuf en général. Si vous êtes pas concerné par l'homosexualité, enfin quand quelqu'un vous dit qu'il est gay ou qu'elle est gay et que c'est pas votre pote et que vous connaissez pas cette personne, Juste balèque. gardez votre radar pour vous. Mais grave. Ouais. Mais après, non, mais le truc, c'est qu'il y a un stéréotype tellement énorme sur l'homme homosexuel ou même la femme lesbienne. La Ouais. femme lesbienne, on va tout de suite imaginer le cliché de la butch avec les cheveux courts, camionneuse, le Marcel blanc. Un homme gay, on va tout de suite imaginer la petite main sur le côté, qui travaille dans les arts, qui est danseur, Mais oui. qui est forcément efféminé. Surprise, moi, j'ai plein de potes homos qui sont absolument pas efféminés. Et à aucun moment, tu pourrais te douter, entre guillemets, Qui sont gays. qu'ils sont gays, quoi. Enfin... Et il y a plein de mecs hétéros qui expriment un peu plus. Enfin, bon, il y en a plein. Il y en a on les trouve. Moi, j'ai une pote, c'est comme toi, c'est son, j'allais dire c'est son kink. C'est pas un kink, c'est vraiment son attirance sur les Ouais. mecs un peu efféminés, qui aiment ces mecs qui ont une part de féminité, Ouais. qui sont complètement, qui sont hétéros en tout cas. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un truc. Il faut arrêter ce stéréotype-là. Et je pense que c'est bon, on est en 2023, on peut arrêter avec l'image de. En plus, maintenant, il y a Drag Race. C'est vraiment tellement ringard de parler de gaydar. Hein. Ouais. Oh, c'est vraiment Bah moi, c'est une ringard. blague que je fais avec mes potes, mais c'est vraiment une blague. Il n'y a pas de gaydar. Et c'est surtout les copines hétéros, je suis désolée de vous le dire, mais dans vos mecs, il y en a forcément qui ont couché avec des hommes et qui aiment ça. Donc le gaydar de tout le monde, il est un peu niqué, je vous le dis franchement. Ouais, Vraiment. on en parlait un peu avant, et c'est vrai que les trucs des mecs, il y a de plus en plus de mecs justement qui s'ouvrent à ça. Et Ah donc, ouais, c'est une question que je pose quand même assez facilement aux hommes que je fréquente, où je leur dis justement, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec des hommes, etc. Parce que pour moi, mine de rien, un homme qui a questionné sa sexualité et qui a questionné les attirances sentimentales et sexuelles qu'il a, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes, c'est bon signe.
Ça veut dire que déjà, d'une part, il est pas homophobe et qu'il est un peu, en tout cas dans la réflexion de lui-même, et qu'il a un peu de recul sur lui-même. Donc moi, quand un homme me dit que oui, il a déjà essayé avec un homme et que bon, bah finalement, c'était pas son truc, ou qu'il a bien aimé et que oui, il se dit plutôt bi, ben moi, je vois plutôt ça comme un méga green flag et je me dis genre, ah, toi, t'as un bon, ça me rassure. Donc aujourd'hui, tu veux pas particulièrement être en couple. Ouais, enfin, après, c'est ce qu'on dit, et c'est-à-dire qu'il y a une convention sociale un petit peu d'être le célibataire qui va bien. C'est quoi le célibataire qui va Le bien ? célibataire qui va bien, c'est justement le célibataire qui ne cherche pas à sortir du célibat, mais ça va lui arriver, en fait. C'est le parce que bon célibataire. ça va t'arriver, tu sais, parce que déjà, moi, je connais quelqu'un de vraiment génial, et toi, la réponse que tu dois dire, c'est non, non, Jacqueline, je n'ai pas spécialement envie que tu... Mais si, il est gay. Ah oui, on a un énorme point commun, alors. Ben oui. Voilà. Non, mais donc voilà, donc ça, c'est le célibataire qui va bien, c'est non, moi, tu sais, en ce moment, je me concentre sur le travail, ça va, je ne cherche pas spécialement. Ma réponse à moi, c'est plus, bah moi en ce moment, j'ai envie de me taper des mecs et de pas me poser la question de savoir si demain j'aurais encore envie de me retaper des mecs. J'ai pas envie de le faire tous les jours nécessairement et j'ai envie d'aller avec le flow du moment. Et s'il y en a un qui me plaît plus que les autres, alors peut-être qu'on rentrera dans une relation. Mais déjà, il y a un truc qui est un peu fucked up, c'est que nous, chez les gays, on commence d'abord par avoir du cul et ensuite par avoir des relations. Un peu plus établi. Sauf cas rare où on va faire ce truc du date à l'hétéro, où on va dans un bar ou dans un restaurant. Moi, je fais plutôt les bars parce que bon, le resto, c'est long, quoi. Si la personne est chiante, c'est long. Ah, l'angoisse. Mais donc, du coup, je vais dans les bars et vraiment, le truc du date, en fait, c'est très, très con parce qu'au final, ça revient à la même chose qu'au plan cul. On va faire semblant pendant 2 heures qu'on a quelque chose à se raconter et qu'on a envie de construire quelque chose. Et au final, on va coucher ensemble et... C'est immonde, hein, mais si le cul derrière n'est pas à la hauteur, on ne se rappellera jamais. Même si la conversation était bien. C'est ouf, ça. C'est ouf, ça, quand même, parce que vraiment, moi, j'ai eu des très belles histoires il y a très longtemps, où la première relation n'était pas incroyable. Bien sûr que c'est formidable quand il y a une première relation sexuelle qui est de l'ordre de l'évidence, où t'es là, genre, les corps se confondent, etc. Bien sûr, c'est merveilleux, mais ça n'arrive pas à tous les coups. Bien sûr, non, mais carrément. Enfin, moi, si vraiment je rencontre quelqu'un avec qui intellectuellement on s'entend hyper bien, etc., même si le premier coup est pas le bon, je vais essayer 2 fois, 3 fois. Bon, 4e fois, là, c'est toujours nul. À un moment, t'as vu, ma patience a des limites. Le temps, c'est de l'argent. Donc, voilà, mais... Mais t'es à Paris, t'as tellement de choix. C'est ça qui est horrible. C'est que... Mais je suis d'accord, hein, il faudrait qu'on se force. Attention avec ce mot, mais... qu'on essaye toujours un peu plus de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on est dans une grande ville avec énormément... Enfin, là, je fais un truc hyper parisiano-centré, mais... Allez, vas-y. Le parisien. Quand tu vis en ville... Parce qu'il n'y a pas que Paris, mais pour les homos, il y a quand même principalement que Paris. J'ai essayé d'aller voir ailleurs un petit peu, et dans les autres villes, c'est pas aussi simple d'être gay que d'être gay à Paris. Et c'est vrai que, finalement, dans une grande ville comme ça, t'as tellement de choix. T'as tellement cet effet catalogue de bah en fait je vais prendre ça et demain j'essaierai ça et après-demain puis maintenant tu peux les essayer en même temps donc que c'est tu prends plus le temps d'essayer de découvrir la personne et d'essayer de construire un truc. C'est un peu niais ce que je raconte. Non mais c'est réel, moi je ressens la même chose. Tu vois, il y a quelques mois je suis allée garder l'appartement de ma meilleure amie à Lyon et donc à Lyon je suis restée 1 mois et j'ai daté des hommes à Lyon. J'ai senti une vraie différence. J'ai senti une vraie différence dans la manière dont les hommes m'abordaient. Déjà, j'ai pas reçu de message aussi dégueulasse que ce que je reçois à Paris, à base de... Bah là, le message qu'on a ouvert là avant qu'on enregistre. Là, les copines, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai reçu un message sur Tinder d'un mec qui me disait « T'as pas envie de me lécher le trou de balle ?» Bah non, j'ai pas envie de te lécher le trou de balle, en fait. Et à Lyon, j'ai senti une vraie différence. J'ai fait des dates. Je crois que j'ai vu 4 garçons en tout. En 1 mois. C'est un beau score. Bravo, c'est plutôt pas mal. Bravo, félicitations. Et tous ont reproposé un 2e date, tous ont continué à m'écrire derrière. Moi, il y en a où j'ai dit bah voilà, non, je me sens pas, etc. Mais tous ont voulu voir s'il y avait quelque chose de plus. Mais, et tu vois, alors que par exemple à Paris, là moi ça fait 3 ans que je suis célibataire, le nombre de gars que j'ai vus qui ne m'ont jamais rappelé, juste qui ghostent. Après c'est un ghost mutuel, c'est-à-dire que moi aussi, je ne renvoie pas de message. Parce que j'ai pas envie de revoir la personne et que j'ai bien senti qu'il y avait pas un truc. Mais à Paris, je pense que si tu comptes en chiffres, quoi, c'est 1 sur 10 avec qui il y a un second date. 1 sur 10. Et puis les mecs à Paris ont une attente vis-à-vis des femmes qui est... il faut que tu sois drôle, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois mince, mais pas trop. Il faut que... Parce qu'il faut que tu aies des formes. Mais exactement, il faut que tu réussisses professionnellement, mais que tu ne gagnes pas plus qu'eux. Voilà, ils ont une attente, c'est-à-dire qu'ils veulent des meufs hyper actives, mais à la fois qui gagnent pas trop, qui
qui ne leur donne pas l'impression d'être inférieurs. Sauf qu'à Paris, le concentré de meufs qui est hyper accompli, il est huge. Et je pense que dans toutes les villes. Mais aujourd'hui, les femmes sont très accomplies. Et tant mieux. Elles ont plus besoin d'hommes pour vivre. Elles ont plus besoin d'hommes financièrement. Et les hommes ne se sont pas mis à niveau, en tout cas dans les relations hétéros, ne se sont pas mis à niveau. Ah, les hommes, je vous le dis, je vous aime plus trop. Ouais. Enfin, les hommes hétéros, franchement, en tout cas les hommes avec qui je suis supposée relationner. Mais t'as le droit de plus trop aimer les hommes gays non plus, parce qu'il y a on a un culte du physique chez les homosexuels, d'ailleurs, dans les salles de sport, qui ont une charge homoérotique de malade mental. Ouais. Il y a énormément d'homosexuels, et d'ailleurs, il y avait un truc qui disait que voilà, les homosexuels, ils passent leur semaine à aller à la salle le soir, et leur week-end à baiser. Et c'est pas totalement faux, hein. Ouais. Et donc, il y a un vrai truc du culte du corps qui s'est mis en place et qui du coup est devenu un peu malsain, et dans les deux sens, parce que d'un côté vous allez avoir donc des gens qui effectivement s'entretiennent énormément et du coup discriminent les homosexuels qui vont être soit trop gros, soit trop maigres, soit trop efféminés. Il y a énormément d'homophobie dans le milieu LGBT à ce niveau-là. Et l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que moi j'ai déjà fait face, ce que je t'avais raconté sur Instagram, à un mec que je connaissais en plus, hein, dans un cadre plutôt pote, puisqu'il était ami d'amis, et on est à la Pride et il me dit mais tu vois les mecs comme toi vous intéressez jamais aux mecs comme moi. Et Pourquoi un mec comme toi déjà ? Parce que je fais un peu de sport. Moi ça a été important en fait à un moment de ma vie de me mettre à faire du sport pour me sentir bien. Je vais pas à la salle toutes les semaines, mais c'était devenu important. Et en fait, je pense que ce qui sous-entendait là-dedans, c'est qu'il projetait les mecs qui font du sport, les mecs qui s'entretiennent, etc. Ouais. Vous n'aimez pas et puis j'ai pas ce côté très efféminé, je pense, par rapport à d'autres mecs. According to les grands-parents de mes potes qui disent tous mais c'est marrant, t'es pas un homosexuel comme les autres. Donc voilà. Mon guédard encore fait des Le faillances. guédard ne marche pas. Donc mais je pense que du coup en disant ça, ce qui sous-entendait, c'était ce côté un peu masculin et sportif. Et du coup il a projeté sur moi une image de mec hyper condescendant, de dire mais dis-le honnêtement, admets-le qu'on n'est pas le genre de mec qui excite des gens comme vous. Et il disait et franchement cette condescendance que tu projettes sur moi, j'en ai marre, etc. Et je me suis en fait retrouvé dans un rôle. Violent, hein. Je pense qu'il essayait d'extérioriser quelque chose. Ouais. Considéré parce qu'un mec a tel physique qu'il est tel genre de personne, je pense que c'est une erreur dans les deux sens. Ouais, c'est vrai. Et il faut pas penser que les mecs qui font du sport, et c'est pour ça que j'essaie de dédramatiser aussi cet aspect-là, que les mecs qui font du sport, c'est juste des gros bourrins condescendants qui pensent que tous les autres sont moches. En fait, c'est aussi, je pense, énormément de mecs qui sont très mal dans leur peau. Et je le dis vraiment, et qui essayent juste de se sentir un peu moins moches. Et on est plein dans ce cas-là à être finalement juste des humains qui se sentent tous très moches de base et qui essaient de se rendre un peu moins moches de différentes manières. Il y a le maquillage, il y a les fringues, il y a le sport. Mais en fait, là, ce que tu soulignes, c'est en fait la problématique que tout le monde arrive avec ses blessures et que tout le monde ne les traite pas. Et que ça, malheureusement, aussi bien dans les relations amicales, professionnelles, amoureuses, en fait, dans les relations humaines au sens global, si tu arrives avec tes blessures et que tu ne les as pas traitées, ça pose problème. Ça pose problème. Moi, tu vois, par exemple, je sais que je suis extrêmement blessée et meurtrie par toutes les expériences que j'ai eues et globalement par l'amour en général qui, dans ma vie, de ma naissance à maintenant, n'a pas été une donnée positive. Je sais que j'arrive avec cette carence et cette blessure énorme. À un moment, il a fallu que je fasse le choix de voir un psy et de me faire traiter pour ça parce que je ne peux pas arriver dans mes relations avec les autres et vraiment pas que sentimentale, mais humaine, arriver avec cette carence affective énorme qui détruit tout sur son passage et mettre sur les épaules des autres le poids de mes propres échecs et de mes propres blessures. On n'est pas responsable du mal et des blessures des autres. On est responsable des mots qu'on emploie, on est responsable de l'attitude qu'on a, on est responsable de plein de choses vis-à-vis des autres, mais on n'est pas responsable des blessures des autres. Et ça, vraiment, ce que tu dis, et alors ça, par exemple, par rapport à l'image du mec qui fait du sport, pareil, dans l'hétérosexualité, le mec qui fait du sport est vu comme un mec toxique as fuck. Après, dans l'hétérosexualité, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est incel, mascu, c'est des mecs qui se regroupent énormément dans les mouvements de salles de sport, de muscu, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc... oui, non, mais il y a un une truc de réalité. méfiance énorme, quoi. Il y a un truc de méfiance énorme. Je reviens à tes relations parce que tu disais, là, tu vois, par exemple, tu parlais de ce mec où tu t'es senti quand même un peu agressé. D'une certaine manière. Comment t'expliques que toi, t'as pas eu de relation jusque-là ? J'ai énormément de mal à m'engager
dans une relation, pas parce que peur de la monogamie ou d'un truc comme ça, mais parce que énormément peur de faire confiance à quelqu'un. En fait, je dirais que le problème, c'est quand on est dans la phase de lune de miel avec quelqu'un, Ouais. on idéalise énormément la personne. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me dire, ok, à partir de maintenant, on est en couple, parce que j'ai toujours ce truc de, mais si à partir de tel moment, je découvre une facette de cette personne que je vais pas aimer, Ouais. je me retrouve coincé. Parce que justement, je donne peut-être trop d'importance à l'engagement, et c'est quelque chose que j'essaye, avec les années, ça prend du temps, de moins sacraliser le couple et de moins sacraliser cet aspect de l'engagement pour être capable de me faire confiance en fait aussi. Parce que de me dire, si cette personne me plaît suffisamment pour que j'envisage une relation avec elle, c'est qu'il faut que je me fasse confiance un peu et que j'arrête de me dire je suis en train de me piéger tout seul et de me retrouver coincé dans un truc. Est-ce que t'as eu des relations où le mec en face avait envie d'être en couple avec toi Ouais. et où toi t'as stoppé malgré que ça se passait bien? Ouais, et puis c'est toujours pour des raisons de merde. Là, par exemple, je suis parti étudier 1 an aux États-Unis. Juste avant que je parte, on avait commencé un truc avec un mec. Et au bout d'un mois en fait, je ressentais pas d'amour. Ça faisait 1 mois qu'on se voyait et tout. J'étais pas amoureux. Et lui, j'avais l'impression qu'un peu plus. Et ça me faisait peur parce que je me disais, si jamais on commence une relation de couple et que moi, l'amour ne vient pas, Ouais. alors que c'est bête de penser comme ça. Si on se sent bien avec quelqu'un, l'amour, ça peut venir après. Enfin, il n'y a pas Ouais. de... Voilà. Donc j'ai tout de suite dit stop et j'ai utilisé l'excuse du départ aux États-Unis pour m'échapper du truc. Là, comment tu me racontes cette histoire-là, comment je la vois, j'ai l'impression que tu te mets en mode extrêmement coupable. T'as le sentiment d'avoir fait du mal à cette personne-là. Moi, je pense que tu lui as fait plutôt du bien. Tu vois, moi, le nombre de relations avec des hommes que j'ai eu où comme ça, on se voyait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, où on se voyait 1 jour sur 2, où ils avaient des affaires chez moi, etc. Et on n'était pas du tout égal sur les sentiments. C'est-à-dire que moi, je sentais que quelque chose se créait chez moi. Ouais. Je sentais de l'attachement émotionnel arriver pour la personne. Et la personne en face n'en avait pas et ne me le disait pas. C'est-à-dire que c'est moi, au bout d'un moment, qui arrivait et qui disait « Bon, t'as pas de sentiment pour moi, en fait. » Et le mec, là, pris au piège et en se disant « Ça y est, je peux enfin m'échapper », me disait « Non, c'est vrai, j'ai pas de sentiment pour toi. » Et là, il partait. Et donc, finalement, moi, je trouve que... même si l'amour se construit sur le temps, je pense quand même, moi, j'y crois quand même qu'il y a quand même un premier instinct qui nous dit genre « Cette personne est différente. Cette personne me fait ressentir quelque chose de différent et d'unique. » Et ce qui rend l'amour précieux, justement, c'est qu'on ne ressent pas ça tous les 4 matins. Enfin, moi, j'ai rencontré des mecs formidables. C'est un peu un grand mot, mais j'ai rencontré des mecs bien pour qui je n'ai pas ressenti Ce truc-là. Ouais. d'évidence ou de choses qui me mettaient des papillons, une espèce de chaleur dans le corps. Et oui, j'étais bien. Oui, ils étaient sympas. Mais bon, sans plus. Et je pense que ça n'arrive pas. Je pense que si ça... Enfin, moi, après, c'est ce que je pense. Ça se trouve, j'ai tort, mais je pense que si tu ne l'as pas au début... Ça ne viendra pas. Ça viendra pas. T'as pas ce sentiment-là que quand même... 80, je donne des pourcentages à la con, mais 80% selon une étude faite par moi-même, tu tombes sur des gens dont t'es pas spécialement amoureuse, mais qui voilà vont eux vraiment te kiffer, et du coup bah t'es un peu coincé, t'es un peu obligé de dire stop. Et les rares fois où c'est dans l'autre sens et c'est toi qui vraiment à fond sur quelqu'un, bah en fait cette personne-là va mettre soit elle est tordue, il y a un truc qui est tordu. Voilà. C'est les rares fois où vraiment tu te sens transi pour quelqu'un, il y a forcément une couille. Et ça, c'est un peu... au bout d'un moment, c'est fatigant. Moi, j'essaie de réfléchir. Ouais, la vérité... Bah moi, je t'avoue que je suis hyper pessimiste. Enfin, tu vois, sur l'amour, si je dois y réfléchir, aujourd'hui, je suis hyper pessimiste. J'y crois plus trop. Parce qu'en effet, tous les mecs où j'ai cru qu'il se passait quelque chose... En fait, il y a toujours une couille, comme tu le dis. Soit, en fait, ils se remettent avec leur ex, soit, finalement, c'est pas toi, c'est moi, je suis pas prêt, nanana. Qui est le nom du podcast, donc est-ce que c'est nom du pas podcast. brillant? Ce n'est pas du hasard, les copines. Il y a toujours une couille. Et alors, vraiment, moi, en plus, je suis quand même hyper picky sur mes émotions. Il y a très peu de mecs qui me plaisent réellement. Mais je pense comme tout le monde, comme plein de gens, je dis moi, mais je pense que c'est universel. Il y a très peu d'hommes qui me plaisent réellement. Et c'est vrai que ce que tu dis, en effet... Quand je fais le bilan, les hommes qui m'ont réellement plu sont toujours des hommes qui sont pas prêts à s'investir, ou alors qui viennent de se séparer, ou alors qui pensent encore à leur ex, pour plein de motifs différents. Mais c'est toujours la même rengaine. C'est pas toi, c'est moi. Toujours. Et par contre, ce qui est problématique dans les relations hétéros, c'est que pour le coup, et je pense qu'il y a moins ça dans les relations homo, dans les relations hétéros, il y a quand même une dimension où les hommes nous consomment.
Ils consomment. Ouais. Ils consomment nos corps. Alors attention, les copines qui nous écoutent, je dis pas que le sexe est une monnaie d'échange et que quand un homme couche avec vous, il vous prend quelque chose. C'est votre sexualité, c'est votre plaisir et vous avez le droit de le prendre et de le consommer au même titre qu'un homme. Grave. Sauf que la réalité, c'est que les hommes ne voient pas ça comme ça. Les hommes, le nombre de mecs avec qui j'ai eu un début de quelque chose, on fait 2-3 dates, on couche ensemble, plus de nouvelles. Et t'es là genre, ah, ok, comment tu veux que je passe ? Je ne pense pas que je me suis fait utiliser à cet instant présent. Genre, t'as entretenu le truc, tiens, tu vois, parlons de mon voisin, qui est vraiment de l'autre côté du mur. On a été amis pendant 1 an. Ouais. Pendant 1 an, on a été potes, à se faire des films, des McDo, à la maison, à parler de nos histoires de love, de travail, Petite tension quand même. grosse tension. Ouais. Grosse tension. Pendant 1 an. Vraiment potes. Ouais. Un soir, on décide d'aller à un anniversaire ensemble, on est pété, on rentre chez lui, on se commande un McDo, on regarde un film, on baise ensemble. Ça devait arriver. Il m'a ghosté. Ouais. Et donc tu es là où tu te dis, Aïe. en fait, alors la baise n'était pas bonne, aussi bien de son côté que du mien, je pense que personne n'a apprécié cette baise, on était bourrés, etc. Mais tu te dis, le mec, je peux pas m'empêcher de penser comme ça, je me dis, le mec m'a travaillé pendant 1 an, consciemment ou inconsciemment, mais pendant 1 an, il a entretenu une amitié avec moi, parce qu'in fine, il voulait me baiser. Une fois qu'il m'a eu baisé, on n'était plus potes. Et c'est là où tu te dis, dans la dynamique de relations hétérosexuelles, en tant que femme, on est toujours amené au fait d'être consommé par un homme. Très peu d'hommes hétérosexuels considèrent la sexualité comme quelque chose d'égal, où on ne prend pas le corps de la femme pour sa propre conquête personnelle. Et donc c'est ça, c'est qu'en fait, en tant que femme, en plus t'es là, tu te dis, j'ai envie d'essayer, mais je suis dans une peur permanente qu'on me consomme, qu'on consomme mon temps, qu'on consomme mon énergie, qu'on consomme ma tendresse. C'est vraiment l'impression que j'ai, tu vois, là aujourd'hui, je vais avoir 34 ans là dans 4 mois, si je fais le bilan de toutes mes relations, j'ai été consommée. Et là, vraiment, j'arrive à un stade de ma vie où je peux plus. T'en as marre, ouais. Je peux plus vous donner ce que vous m'avez pris. Vous m'avez pris trop. Vous m'avez pris mon intimité, mon énergie. J'ai pas que des qualités, j'ai plein de défauts. Je suis un être humain comme les autres. Mais putain, vous m'avez consommé et je méritais pas qu'on me traite comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes, hein, surtout dans les mouvements féministes, tu vois, ça commence de plus en plus à émerger, de décider de ne plus relationner avec des hommes, de décider que ça, c'est fini. On a trop donné et ça s'arrête là. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et tu te dis, les hommes, une fois de plus, qu'est-ce que vous faites de bon ? Moi, j'ai des amis homos qui ont très envie d'être en couple et qui trouvent personne, qui témoignent du même truc que toi, que c'est beaucoup sur les relations sexuelles, etc. Et qu'il n'y a pas de réelle connexion émotionnelle. Et tu te dis, est-ce qu'à un moment, l'homme, qu'il soit homosexuel, bi, pan, hétéro et tout le spectre possible des identités sexuelles et de genre, tout ça, est-ce qu'à un moment, l'homme n'est pas juste un destructeur consommateur, tu vois ? Mais c'est là que du coup je mets une nuance par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu savais pas comment, enfin c'était la même chose, tu pensais que c'était peut-être moins la même chose dans les relations gays. Dans les relations lesbiennes, je n'en sais rien, pour le simple fait que je ne suis pas une femme lesbienne. Mais pour les relations gays homo, moi je sais que j'ai été dans les deux postures. Dans la posture effectivement de la personne qui consomme une relation sexuelle et qui ensuite n'a plus envie d'aller plus loin et qui du coup ghost, j'ai déjà ghosté et j'en suis pas fier et on l'a tous fait. Et dans la posture de quelqu'un qui se fait consommer et c'est pas du tout une posture agréable où d'un seul coup tu te dis alors est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été, et en fait non, c'est juste qu'il y a eu je pense il y a eu du cul, le cul n'était pas bon, ou en tout cas la tension est retombée, et quand il y a plus cette tension, d'un seul coup on réalise que la personne n'était que ça, ou qu'on n'était que ça aux yeux de la personne. C'est extrêmement dur à encaisser les premières fois. Au bout d'un moment, on devient un peu blasé par le truc. Mais ouais, c'est pas une sensation facile. Et du coup, je te le dis clairement, je pense que du côté des relations homo, il y a tout à fait aussi cette sensation d'avoir été consommé. Peut-être moins que dans les relations hétéro, dans le sens où, faut le dire, pour un mec, réussir à mettre une fille dans son lit, je le prends dans cet ordre-là parce que c'est un peu ce truc-là, c'est réussir à mettre une fille dans son lit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de séduction, beaucoup de flirt, ça prend beaucoup plus de temps. Complètement. Dans le milieu gay, on ouvre Grindr, on fait salut, tu fais quoi ce soir ? Bah écoute, moi je suis là. T'as quelqu'un en 1 heure chez toi, quoi. Voilà, Deliveroo et hop. Mais il y a quand même ce truc-là quand c'est des relations qui prennent un peu plus de temps et c'est pas agréable. Aujourd'hui, dans la posture où t'en es,
qu'est-ce que t'attends pour la prochaine année, la prochaine année à venir, sentimentalement, qu'est-ce qu'on te souhaite? Être bien. Parce qu'en fait, je trouve que le premier truc avant de rentrer dans une bonne relation de couple, et j'ai une pote qui m'a fait une super métaphore, un couple, c'est pas deux moitiés d'une même pomme, c'est une pomme et une autre pomme qui vont bien ensemble. Ouais, complètement. Et je pense que déjà, le premier truc, c'est d'être bien avec mes potes, d'être bien avec, dans les relations que je vis. Et ensuite de rencontrer des gens intéressants. Et peut-être que ça pourra déboucher sur des histoires cool, mais je pense rencontrer des gens intéressants. Et j'insiste sur le mot intéressant parce que finalement, le cul, et on en aura toujours, des gens beaux, on en trouve dans le métro, mais des gens intéressants et intéressants pour nous, c'est-à-dire pas selon le stéréotype de ce qui est intéressant, mais vraiment quelqu'un avec qui on peut parler des heures sans se faire chier. Ouais. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse se souhaiter, quoi. Rencontrer plus de gens comme ça. Bah du coup, moi, je me fais pas chier avec toi. Est-ce que t'as envie d'être en couple avec moi? Allez, non. Ah ouais. En tout cas, Adrien, merci beaucoup. Franchement, Merci. je trouve qu'on a dit plein de choses intéressantes. C'était hyper cool d'avoir ton retour d'expérience d'homme qui aime les hommes, de relationner avec des hommes. Finalement, je pense qu'on a des destins quand même assez communs, mine de rien. Ouais. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose pour finir cet épisode? Non, bah écoute, c'est cool justement que ce podcast s'intéresse à toutes les formes de relations. Et juste, quand on vous dit c'est pas toi, c'est moi, dites-vous que c'est surtout lui. C'est tellement le meilleur mot de la fin. Merci beaucoup les copines et les copains d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bisous!